Et c'est incroyable parce que chaque fois que ces livres sont sortis, je suis armé, préparé, j'ai des éléments sur tel. Alors, parce que moi, quand j'écris, il y a cette partie-ci, je suis sûr que ça va faire problème. Et je m'organise à avoir des éléments au cas où. Mais après, personne ne dit rien. Non, c'est factuel. Samuel Eto'o ne t'a pas porté plainte? Non. Jamais? Jamais. Jamais. Et c'est vrai que je suis un peu déçu parce que j'espérais qu'il le ferait. Pourquoi? Il m'avait reçu dans sa chambre à l'hôtel Montphébé où j'ai eu un long entretien avec lui qui m'avait d'ailleurs permis d'écrire mon livre, mais c'était surréaliste. À aucun moment donné, l'équipe nationale du Cameroun n'était arrivée à l'heure à un de ses rendez-vous. Parfois, on est en train d'aller pour les entraînements. Sur le chemin, on se rend compte qu'on a oublié un joueur à l'hôtel. On rebrousse chemin pour aller le réveiller parce que tout ça là. On va pour un match pour les entraînements, on se rend compte qu'on a oublié les ballons à l'hôtel, il faut rentrer les chercher, ainsi de suite. C'était la catastrophe. Parce que la délégation, elle est truffée de fonctionnaires, des copains, des copines de tel ou tel qui n'ont rien à faire sinon polluer l'atmosphère. Au type de l'ambassade du Brésil pour qu'ils nous disent, vous savez, dans ce pays, faites attention et tout ça, mais on est là pour jouer une Coupe du Monde, les gars. Et chacun prend la parole. Le ministre lui-même, avant de commencer, vraiment, c'est une maladie vraiment des fonctionnaires. Excellence, monsieur l'ambassadeur, monsieur le représentant de ceci, monsieur le récit, machin. Il bavarde. Et moi, les joueurs étaient là comme ça. Là. Ils le regardaient. Tous étaient affalés sur leur chaise. Ils les regardaient comme ça. Là, ils lui disent, mais les gars, fichez-nous la paix, laissez-nous aller dormir pour aller préparer les matchs de foot. On hésitait qui des deux joueurs devait être aligné. Le coach avait à ce point perdu son autorité qu'il n'arrivait plus à décider. Et on a été obligé de lancer la pièce en l'air pour dire qui de Kameni ou bien de l'autre doit jouer dans les buts. Parce que on choisit un tel joueur, il appelle tel ministre qui est son ami au pays pour dire « Ah, ils ont décidé de ne pas m'aligner pour le match de demain. » On appelle, ainsi de suite. Les mecs, ils organisaient des réunions de crise jusqu'à des heures pas possibles la veille des matchs. Oui. Revenons donc dans les faits. Premier livre, programmé pour échouer. Oui. Pourquoi tu sembles donner un rôle prépondérant à Samuel Eto'o dans l'échec de cette Coupe du Monde? Pour une raison qui est toute simple, c'est que... On est en Afrique du Sud. Oui. Alors, l'échec du Cameroun... Et Samuel Eto'o est au summum de sa forme. Oui, il est vraiment... Il est au paroxysme de sa carrière. Il est au sommet de sa carrière. Oui. C'est vraiment la superstar. Et pas simplement superstar, mais c'est un excellent joueur. Oui. Mais il fait une Coupe du Monde assez désastreuse. Et pourtant, il avait des collègues... Oui, on attendait vraiment beaucoup de cette équipe-là. Mais il y a eu une crise. Ce qui nous a fait avoir une piètre performance à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, c'est le changement de brassard, de capitanat entre Rigobert Song et Samuel Eto'o. Ça a été géré de manière absolument lamentable parce que Paul Le Guen a retiré le brassard de capitaine à Rigobert Song qui le portait depuis pratiquement 10 ans et tout pour le donner à Samuel Eto'o. Et la transition n'a pas été douce. Voilà, Rigo a considéré cela comme un affront et au sein de cette équipe nationale, il y a également un certain nombre de jeunes joueurs que Rigobert Song avait accueillis au sein de cette équipe-là qui n'ont pas supporté le traitement qui a été infligé à Song. Donc il y a eu dans cette équipe-là plusieurs clans qui se sont formés. Il y avait des gens qui étaient avec Samuel Eto'o, il y avait des gens qui étaient radicalement derrière Rigobert Song, dont son neveu Alexandre et tout, et d'autres joueurs qui étaient un peu des non-alignés. Oui. On appelait ceux-là les blancs de l'équipe, donc les métis, voilà, tous ces gars qui venaient, qui avaient rejoint l'équipe nationale et qui avaient fait toute leur vie pratiquement à l'étranger. Donc voilà d'où vient la crise au sein de cette équipe nationale. Et deuxième chose, il y a également le management de Samuel Eto'o en tant que nouveau capitaine de l'équipe nationale. Rigobert Song, lui, il avait un management plus collaboratif. Quand il était capitaine des Lions indomptables, il ne prenait jamais aucune décision sans associer Samuel, qui n'était pas capitaine, sans associer Jérémy, sans associer, comment il s'appelle, le gardien, Idriss Carlos Kameni, ainsi de suite, ainsi de suite. À l'époque, on avait parlé du 1984. Donc, c'était une espèce de bloc comme ça, là, qui dirigeait cette équipe nationale. Rigobert Song n'était pas une espèce de seigneur qui régnait avec son brassard de capitaine sur l'équipe nationale. A contrario,
Samuel Eto'o, il débarque et il est le seigneur, quoi. Voilà, donc, et c'est ça qui a créé Est-ce que tu as des preuves de ça? Oui, bien sûr, c'est très factuel, Il faut savoir que la crise au sein de cette équipe nationale était telle qu'il y a également l'intervention des politiques, hein. Je me rappelle, lors d'un match en Afrique du Sud, il y avait un problème de choix entre les gardiens. Je crois qu'il y avait Souleymane, si je ne m'abuse, et Idriss Carlos Kameni. Ça commence à faire longtemps, je vieillis. Voilà. Donc, on hésitait qui des deux joueurs devait être aligné. Le coach avait à ce point perdu son autorité qu'il n'arrivait plus à décider. Et on a été obligé de lancer la pièce en l'air pour dire qui de Kameni ou bien de l'autre doit jouer dans les buts. Parce que on choisit un tel joueur, il appelle tel ministre qui est son ami au pays pour dire ils ont décidé de ne pas m'aligner pour le match de demain. On appelle ainsi de suite. Les mecs, ils organisaient des réunions de crise jusqu'à des heures pas possibles la veille des matchs. Vous imaginez des gens qui sont dans les réunions, des conciliabules à 2 ou 3 heures du matin. Pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, la veille d'un match, ainsi de suite. Mais ça n'a rien à voir avec Samuel Eto'o. Non, mais tout ça, ça faisait partie des crises. C'est un climat. Oui, c'est un climat. Mais pourquoi l'impliquer à Samuel Eto'o? Un climat qui a été créé par la transition qui a été mal gérée entre le capitanat de Rigobert Song et celui Donc, s'il fallait trouver un coupable, ce serait plus Paul Le Guen que Samuel Eto'o. Paul Le Guen, oui. Paul Le Guen, il a sa part de responsabilité. C'est très, très bien établi là-dedans. Mais il faut accepter que Samuel a sa part de responsabilité et Rigobert aussi a sa part de responsabilité. Et pourquoi sortir de ce livre, donc, on retient que c'est Samuel Eto'o? C'est ce que les gens ont voulu retenir. C'est ce que les gens ont voulu retenir. Parce qu'en fait, les gens lisent avec un certain nombre de lunettes. Ils estiment qu'on ne doit rien dire sur Samuel Eto'o. Et puis, il y a quelque chose que je trouve quand même assez inquiétant au Cameroun. C'est-à-dire qu'il suffit d'émettre le moindre avis sur Samuel Eto'o pour qu'on donne le sentiment que vous êtes haineux, c'est-à-dire qu'on vous taxe d'être haineux, simplement parce que vous avez émis une opinion en tant que citoyen sur quelqu'un qui occupe une fonction qui gère la chose publique et qui est également au service de l'équipe nationale de votre pays. Ça peut se comprendre, il est très aimé. Ah non, être aimé, ça ne doit pas rendre les gens complètement fous, excusez-moi. On adore Rigobert Song. Rigobert Song a été quelqu'un de très très aimé, mais quand il a été question de lui dire ses vérités, on les lui dit. Je me rappelle à la Coupe d'Afrique des Nations en 2008 au Ghana, c'est Rigobert Song qui nous a fait perdre la finale. Et Rigobert Song a géré cette affaire avec beaucoup de philosophie. Je me rappelle après la conférence de presse, j'avais fait une interview avec lui et il me dit et je lui rends hommage parce que très peu de joueurs acceptaient de me parler. J'étais encore débutant à l'époque, c'était ma première compétition, mais Rigo est le seul qui avait accepté de me parler. Quand l'interview a même été publiée, on m'a accusé d'avoir fabriqué l'interview et Rigo a été obligé de prendre la parole pour dire mais non, j'ai parlé au gars. Pourquoi vous dites qu'il a une immunité? C'est faux. J'ai parlé avec lui, je l'ai reçu, on a fait une interview et il a géré cette affaire avec beaucoup de philosophie et d'humour. Il a dit ce qui arrive aux autres m'est arrivé. Et puis on est passé à autre chose. Au nom de quoi pense-t-on qu'on ne doit rien dire de quelqu'un? Si quelqu'un ne veut pas qu'on parle de lui, eh bien qu'il n'occupe pas ou alors qu'il ne soit pas une personnalité publique. Quand il reste dans sa chambre, fait sa vie privée, personne ne parle. C'est un peu comme moi aussi. Aujourd'hui, je commence à chialer comme une madeleine là parce que les gens me critiquent ou alors parce que les gens m'insultent sur l'espace public. Ce serait complètement inconséquent. Une fois que vous avez choisi de mener un type d'activité sur l'espace public, je suis désolé, vous devez accepter qu'on vous critique. C'est un peu comme plus vous montez, plus le vent devient violent. Vous ne pouvez pas monter. Quand le vent commence à être violent, vous vous en plaignez. Ben écoutez, restez plus bas. C'est comme ça. Et ce sera comme ça et rien ne changera. Alors, donc 2010, ce que je comprends ici, ce qu'on comprend, c'est qu'en réalité, Samuel Eto'o est un des acteurs d'une débâcle qui finalement est issu d'un problème de brassard, de capitanat qui a été très mal géré. C'est vraiment la clé de cette affaire. De vous pour comprendre. Oui, absolument. Et c'est important de rappeler que les veilles de match, de toute façon, on peut se dire, jusque-là, on ne voit pas l'impact sur le terrain, mais si les gars sont en train de faire des réunions la veille d'un match jusqu'à pas d'heure,
entre eux, ils se battent pour savoir qui joue ou qui ne joue pas. Oui. Parce que du coup, on a reçu sur l'émission, j'ai reçu Alexandre Song qui nous avait donné quelques exemples aussi de à quel point le climat était devenu très difficile. Forcément, on veut que tel joueur joue, tel autre camp dit non, ce n'est pas lui qui joue. Donc oui, tout ça peut créer un climat qui est délétère et qui ne permet pas de... Avec une génération de joueurs très talentueux. Alors, et il faut dire que c'est quelque chose qui revient très souvent lorsque le Cameroun participe à des compétitions internationales. Et honnêtement, j'ai jamais compris ce truc-là. C'est-à-dire que vous voyez lors des compétitions, en 2014, j'embraye un peu là-dessus, c'est la même chose. On a un ministre qui organise des réunions à des heures pas possibles. Et il arrive avec des joueurs. Je me rappelle d'une réunion complètement surréaliste. J'étais avec un journaliste de RFI. Je crois que c'est Philippe Zigraf ou alors un autre. Oui, je me souviens plus très bien. Au Brésil, il était venu à l'hôtel des Lions Indomptables et il y avait une réunion à la veille du match. Le ministre, il est assis là. Il y a le représentant de la présidence de la République, le représentant de l'Assemblée nationale, le représentant du Sénat, le représentant du Conseil économique et social. Un truc qui ne sert à rien. Personne au Cameroun. Si vous prenez 10 Camerounais, il n'y en a pas un seul qui peut vous dire à quoi sert le Conseil économique et social. Il y a son représentant à Coupe du Monde. Il y a même le représentant de la première dame et tout ça. L'ambassadeur du Cameroun en Belgique, au Brésil et tout. Le ministre, il fait son laïus là. Il dit, bon, écoutez, vous savez, on est en territoire étranger. Comme s'il apprenait quelque chose à quelqu'un. Et comme si ça ne suffisait pas. Après, il donne la parole au type de l'ambassade du Brésil pour qu'il nous dise, vous savez, dans ce pays, faites attention et tout ça, mais on est là pour jouer une Coupe du Monde, les gars. Et chacun prend la parole. Le ministre lui-même, avant de commencer, vraiment, c'est une maladie vraiment des fonctionnaires. Excellence, monsieur l'ambassadeur, monsieur le représentant de ceci, monsieur le récit, machin. Il bavarde. Et moi, les joueurs étaient là comme ça. Là. Ils le regardaient. Tous étaient affalés sur leur chaise. Ils les regardaient comme ça. Là, ils lui disent, mais les gars, fichez-nous la paix, laissez-nous aller dormir pour aller préparer les matchs de foot. Voilà, donc ils organisent des réunions complètement bidons qui perdent le temps aux joueurs. Et à un moment donné, le coach a levé la main. Il a dit, écoutez, monsieur le ministre, je pense que les joueurs ont besoin de dormir. On a match. Et le ministre n'a même pas compris ce que le coach voulait lui dire. En réalité, il voulait lui dire, mais monsieur, fermez votre gueule, laissez-nous aller dormir. Et tout ça. Et même les joueurs, ils étaient énervés parce qu'il leur racontait des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont venus faire. Résultat des courses. Pendant toute cette compétition, j'ai discuté avec le coach à cette époque, j'oublie comment il s'appelait. En 2014 En 2014, oui. J'ai oublié son nom. Il m'avait reçu dans sa chambre à l'hôtel Montfébé où j'ai eu un long entretien avec lui qui m'avait d'ailleurs permis d'écrire mon livre, mais c'était surréaliste. À aucun moment donné, l'équipe nationale du Cameroun n'était arrivée à l'heure à un de ses rendez-vous. Parfois, on est en train d'aller pour les entraînements. Sur le chemin, on se rend compte qu'on a oublié un joueur à l'hôtel. On rebrousse chemin pour aller le réveiller parce que tout ça là. On va pour un match pour les entraînements, on se rend compte qu'on a oublié les ballons à l'hôtel, il faut rentrer les chercher, ainsi de suite. C'était la catastrophe. Parce que la délégation, elle est truffée de fonctionnaires, des copains, des copines de tel ou tel qui n'ont rien à faire sinon polluer l'atmosphère. Donc il y a cet environnement-là qui fait que ce soit difficile de pouvoir évoluer. Heureusement, il semble que maintenant, les choses ont légèrement changé. L'environnement des Indomptables est un peu assaini. Oui. Il y a de moins en moins cette présence nuisible des personnes qui n'ont rien à voir avec l'équipe. Mais jusque là, en 2014, je ne vois pas Samuel Eto'o comme responsable de quoi que ce soit. C'est pas lui qui joue le rôle du ministre, ce n'est pas lui qui... Là encore, il est là, j'ai parlé de la responsabilité administrative. C'est pas Samuel Eto'o qui devait aller réveiller tous les joueurs dans leur chambre et tout. Mais là encore, il y a un certain nombre d'attitudes qui sont imputables à Samuel Eto'o et tout. Vous savez, pendant la Coupe du Monde, Samuel Eto'o est arrivé à cette compétition complètement diminué physiquement. Beaucoup pensaient qu'il ne pouvait même pas jouer. Et deuxième chose, psychologiquement, il n'était pas dans la compétition. C'est à l'époque où il y a eu l'affaire Nathalie Quoi. On va pas revenir là-dessus. La pauvre dame, elle a refait sa vie. Et puis, il faut pas remuer le couteau dans la plaie. Donc, il n'était absolument pas dans la compétition. D'accord.
Mais ça, pour moi, ça ne justifie pas de le mettre comme responsable d'une débâcle. Ah, tu dois être un grand fan de Samuel Eto'o, moi aussi d'ailleurs. Mais sauf que je pense que tous les Africains aiment Samuel Eto'o, le footballeur. Oui, mais moi je suis un fan éclairé. Je trouve que Samuel Eto'o, c'est la plus grande, c'est le plus grand footballeur africain à mon avis. Personnellement, je n'en connais pas un autre qui soit meilleur que lui. C'est-à-dire que balle au pied, ce mec-là, il fait la magie. Voilà, on est bien d'accord. Quand on a fini de dire cela, on peut quand même aussi pointer un certain nombre de choses. Non, on est d'accord. C'est juste que là maintenant, voilà. quand je te reçois, tu ne me donnes pas d'éléments. 2010, à la limite, j'ai pu comprendre qu'il y avait des clans. Oui. Mais 2014... 2014, il y avait un certain nombre de problèmes. Par exemple, imposer tel joueur. C'est pas ça qui fait. Lionel Messi impose des joueurs. Sauf que Lionel Messi, lui, on est bien d'accord, mais si vous imposez un joueur et ça marche, c'est tant mieux. Mais si vous imposez des joueurs après ça ne marche pas, c'est un problème. Si vous utilisez votre position de capitaine pour tyranniser vos coéquipiers, je pense que c'est un problème. Il y a plein de joueurs qui s'en sont plaints. Auprès de toi? Au sein de cette équipe nationale. Mais quelle est la crédibilité de tes informations si les joueurs ne t'ont pas parlé directement? Est-ce que tu allais prendre... Bien sûr, ils me parlent les joueurs. Et il faut pas oublier que je suis journaliste et donc je multiplie également mes sources. Mes sources, ça peut être des joueurs, mais je me contente pas d'une seule source. J'ai des sources qui sont multiples. Aucun de mes livres n'a jamais été attaqué sur le plan factuel. On m'attaque sur le fait d'avoir écrit. Bon, et là-dessus, j'ai dit, je ne demande l'avis de personne pour écrire. Voilà. On ne m'attaque jamais sur quelque chose de factuel, de dire à telle page vous avez dit telle chose, c'est faux. Et c'est incroyable parce que chaque fois que ces livres sont sortis, je suis armé, préparé, j'ai des éléments sur tel. Alors, parce que moi, quand j'écris, il y a cette partie-ci, je suis sûr que ça va faire problème. Et je m'organise à avoir des éléments au cas où. Mais après, personne ne dit rien. Non, c'est factuel. Il faut savoir. Samuel ne t'a pas porté plainte? Non. Jamais. Jamais. Et c'est vrai que je suis un peu déçu parce que j'espérais qu'il le ferait. Pourquoi? Tu veux profiter de sa visibilité. C'est juste. On dit que tu veux profiter de sa visibilité. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler parce que quand j'ai annoncé le livre, mais on m'a promis pique-pendre, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tout le monde m'a dit, ouais, on va le tuer, on va lui faire ci, il va aller en prison et tout ça. Aucune plainte, rien du tout. Il devait porter plainte sur quoi? À la limite, moi, parce que évidemment, je suis aussi quand même introduit, y compris dans le milieu de la Fédération camerounaise de football, dans son entourage et tout. J'ai quand même quelques personnes qui m'aiment bien et qui peuvent me donner un certain nombre d'informations de manière anticipée. Ce que quelqu'un m'avait appelé le soir même où j'ai annoncé la sortie du livre, c'est que, bon, écoute, Jean-Bruno, il y a une plainte qui est en train d'être préparée contre toi. Je dis, ah bon, ok, bah, c'est tant mieux, je suis prêt. Alors, la plainte va porter sur quoi? Il dit, tu as utilisé la photo de Samuel Eto'o sur la couverture de ton livre sans avoir son autorisation. Et il dit, bon, écoute, si ce n'est que pour ça, franchement, tant mieux. C'est une personnalité publique et la photo n'a pas été volée dans sa chambre, c'est une photo publique. Donc là-dessus, c'est rien du tout. Voilà. Donc j'attendais qu'il y ait des accusations sur des questions factuelles pour dire tu dis telle chose, c'est faux, il va t'attaquer pour diffamation pour telle chose. Mais si c'est m'attaquer simplement sur le fait d'avoir écrit, je dis bah c'est n'importe quoi. J'ai le droit d'écrire sur ce que je veux. Les amis, c'était là un petit échange entre Jean-Bruno Tanier, le célèbre journaliste qui a très souvent écrit des livres, n'est-ce pas, sur le personnage Samuel Eto'o, vous le connaissez sans doute, qui était donc en train d'échanger avec Philippe Simon. Et dans cet échange, il a essayé d'apporter quelques arguments que vous avez eu à suivre pour justifier que Samuel Eto'o était l'une des causes des problèmes qu'on observait dans la tanière. Par exemple, lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et également lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Vous avez vu, il a essayé de démontrer avec des arguments qui quelquefois ne convainquaient pas Philippe Simon, voilà, pour essayer de montrer à quel point il était
impliqué dans ces différents, entre guillemets, scandales dans la tanière. Il a parlé, par exemple, de la façon de Samuel Eto'o de diriger. Il disait, entre guillemets, qu'il dirigeait comme un seigneur, comparativement à Rigobert Song, son prédécesseur en termes de capitanat, qui avait très souvent l'habitude, dit-il, de se concerter avec les autres cadres de la tanière avant de prendre des grosses décisions. Les amis, j'ai voulu partager ceci un peu avec vous et avoir vos avis en commentaire concernant ces propos. Retrouvons-nous dans une autre minute de sport et à très bientôt. Ciao.